Bienvenue à vous, internautateurs et internautatrices. Bienvenue à vous pour cette tranche d'histoire autrement, notre section alinéa. Et forcément, l'alinéa ne se ferait jamais sans ce petit personnage, grand par la taille, le muscle. Monsieur Guillaume Bouilleux, salut, le poil soyeux. Voilà. Comment vas-tu, Guillaume? Super, prêt, go. Go. Oui, parce Parce que alors, que- vous l'avez reconnu, moi je ne l'avais pas reconnu. Petite interlude musicale tirée de L'amant. L'Amant. On aura forcément reconnu, vous en tout cas pour votre culture cinématographique. Et Guillaume ne vient jamais sans un invité. Et alors là, pour le coup, je ne vais pas pouvoir me mettre correctement au garde à vous. Et je devrais normalement le faire, puisque c'est le commandant Yvan Cadeau que j'accueille du service des historiques de la Défense. Tout Et à je l'ai fait. répété avant pourtant. C'est ça. Mon commandant, bienvenue. Merci beaucoup. C'est Merci comme ça de qu'on cette dit. invitation. Tout à fait. Merci Alors à du vous. coup, avant d'entrer un petit peu dans le vif du sujet et à bien des égards, puisqu'il y aura aussi une petite présentation de ce service Oui. historique de la Défense, c'est toi Guillaume qui nous a proposé la thématique du jour de cet alinéa, Dien Bien Phu. Alors ça résonne automatiquement, pas forcément avec moult détails, en tout cas pour ma part. Et pourquoi maintenant et pourquoi avoir choisi ce thème-là? Pourquoi maintenant? Alors c'est vrai que c'est un petit peu cruel parce que le mois de mai, c'est pas un bon mois pour Dien Bien Phu. Dans tous les cas, pas pour sa garnison, puisque D'accord. c'est la fin de la bataille et la bataille est perdue. Bon, ça c'est l'anecdote évidemment liée au calendrier. En revanche, non, une émission sur Dien Bien Phu avec Yvan, parce qu'Yvan est un spécialiste de la guerre d'Indochine et de l'histoire de la guerre d'Indochine française, hein, donc on D'accord. parle bien de l'Indochine. Et il est intéressant de revenir sur cette bataille. Cette bataille, évidemment, qui est très connue en France, mais qui est finalement mal connue, déjà dans ses origines. Parce que, bien évidemment, on a beaucoup décrié le rôle du général en chef, Henri Navarre, qui a supporté toute la responsabilité de cette bataille. Donc, Yvan reviendra sur cet aspect-là, sur le déroulé et sur une certaine manière, cette injustice qui repose encore aujourd'hui des mémoires des Français, des Français sur le responsable, parce qu'il a fallu en trouver un. Et ensuite, on va rentrer après avec Yvan dans le détail de la bataille de Dien Bien Phu, qui est très connue à travers des actions d'éclat. Alors les parachutistes, les légionnaires, alors là on rentre un peu dans la mythologie, on va dire guerrière de l'armée de terre, alors qui est d'une certaine manière très bien, mais il y a tout un tas d'éléments beaucoup plus factuels, beaucoup plus précis, qui sont très intéressants à décrypter. Et on va également parler de ce qui s'est passé, comme on dit, de l'autre côté de la colline, c'est-à-dire auprès du Viet Minh, de Giap, de cette organisation de fin de guerre, côté évidemment mouvement de libération du Vietnam. Et puis on parlera également aussi des conséquences de la bataille, puisque dans un certain nombre d'écrits, Dien Bien Phu, c'est la fin de la présence française en Indochine. Alors c'est faux, il s'est passé encore d'autres choses. Les Français sont restés plus d'un an encore en Indochine. Il y a eu des négociations. Et donc il y a un certain nombre de choses. Après, on parlera des prisonniers, de ce qui leur est advenu. Donc c'est un sujet qui pour moi est particulièrement riche, mais c'est comme dans à peu près tous les alinéas. On dépoussière, on reprend, on exhume, on prend des sources qui depuis d'ailleurs bien évidemment ont été révélées. Alors c'est bien évidemment l'intérêt de Yvan qui a les mains, je dirais, dans les archives, donc lui il a accès aux sources premières. Et je pense qu'on a plein de choses à raconter et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on saute sur Dien Bien Phu. Alors, Dien Bien Phu, du coup, il y aura plusieurs émissions, puisqu'on va faire cette première partie qui sera consacrée au contexte historique mis en place. Origine. Pourquoi en est-on arrivé à Dien Bien Phu? C'est ça. Il y aura une deuxième émission sur Dien Bien Phu en particulier, la bataille et l'après, comme tu le dis, histoire d'aller toujours et encore un petit peu plus loin. Pour terminer enfin sur une troisième émission avec les ressources, y compris les sources, y compris ludiques, entre guillemets, pour retrouver un petit peu ce climat, cette ambiance et ces informations. Moi, j'aime beaucoup, donc je vais continuer comme ça. Mon commandant, les archives de la Défense, ça veut dire que de votre côté, c'est depuis le début ou non? Ça veut dire qu'on commence militaire, hop, on fait des opérations, puis hop, tout d'un coup, on se dit « Ah, maintenant, j'aime bien l'histoire et j'y reviens ». Enfin, ça se passe comment? Moi, j'ai un statut un petit peu particulier. Avec la suspension du service national, eh bien, on a mis en place des officiers sous contrat spécialistes. Nous sommes maintenant un pourcentage très important d'officiers sous contrat, soit spécialistes, soit encadrement. Moi, j'avais déjà fait des études d'histoire. À l'époque, le DEA, qui correspondait à un bac+5. J'avais effectué mon service militaire dans les troupes de marine, à l'instruction. Et l'armée m'avait plu, et aussi cet aspect historique m'avait plu. J'ai lié les deux en m'engageant et en faisant de l'histoire militaire ma spécialité. Et donc,
au service, les historiens militaires ont une vocation notamment d'appui aux forces, notamment dans la dispense de cours, à la fois académiques mais également sur le terrain. C'est ce qu'on appelle les études historiques sur le terrain, notamment. Donc voilà, moi j'ai un parcours un peu particulier. Et si je suis amené à l'étranger, ce n'est pas pour partir en opération extérieure. Peut-être un jour ça viendra, je l'espère, mais j'ai effectué des missions assez courtes dans différents endroits de la planète. D'accord. Recherche, etc. Sur le terrain. Alors, vous avez à la fois une dimension historique où effectivement on peut effectuer de la recherche avec des homologues étrangers, puisque maintenant l'histoire ne s'écrit plus sans histoire comparée. Guillaume évoquait tout à l'heure l'autre côté de la colline, et effectivement pendant longtemps, on s'est intéressé finalement qu'à ce qui se passait chez soi. Or, évidemment, parfois, quand on regarde de l'autre côté de la colline, ça nuance un petit peu l'histoire écrite jusque-là. Ça relativise ou ça contredit entièrement certaines assertions. Et puis, vous avez aussi un aspect mémoire très important, puisque le but aussi est de contribuer à la mémoire du ministère de la Défense et puis de nos forces armées. Alors, puisque j'en ai l'occasion, un petit mot sur le service historique de la Défense. La maison mère se trouve à Vincennes. Vous avez le donjon de Vincennes qui lui appartient au ministère de la Culture, mais tout le reste, ce sont des bâtiments du ministère de la Défense. Et puis vous avez partout en France un certain nombre de centres, alors Toulon, Cherbourg, Brest, etc., qui sont des centres qui résonnent quand même. Mais oui, alors c'est évidemment là plutôt l'histoire de la marine, mais vous avez aussi à Châtellerault les archives techniques, donc tout ce qui est relatif à l'armement. Et Châtellerault, notamment, accueille aussi parfois soit des wargamers, soit des créateurs de jeux vidéo qui vont travailler sur les archives, sur les plans techniques, dans la réalisation de leur projet. Donc, le service historique de la Défense, il est évidemment tourné vers les forces, mais il est aussi tourné vers la société civile, qu'elle soit française ou étrangère, puisque tout le monde, avec sa carte d'identité, peut venir s'inscrire et accéder aux archives, sous peu qu'elles soient communicables. C'est ce que j'allais dire, oui. Parce qu'en France, il y a un moment où elles sont déclassifiées. Voilà. Mais alors, dans le cadre de la guerre d'Indochine, on va dire les archives classiques, il fallait 50 années à partir du moment où elles avaient été écrites pour y avoir accès. Et puis après, vous avez les dossiers aussi, c'est-à-dire que on a tous dans notre famille des gens qui ont fait la guerre, soit de manière éloignée pour la Première Guerre mondiale, soit un peu plus près pour la Seconde. Vous pouvez retrouver ces archives-là. Alors, pour les officiers, c'est à Vincennes, mais pour les sous-officiers ou ce qu'on appelle les militaires du rang, la troupe, si vous voulez, c'est à Pau, où vous avez le centre des archives du personnel militaire. Donc, l'histoire, c'est une révision, on va dire, perpétuelle. Pour bien écrire l'histoire, il faut aller aux sources. Et en l'occurrence, lorsqu'on fait l'histoire militaire, les sources sont au service historique de la Défense. Et moi, j'appartiens à un département qui s'appelle Histoire et Symbolique, et donc on fait de la recherche et des études au profit des grands états-majors, des forces, et puis également on est en lien avec l'université. D'accord. Voilà. En l'occurrence, cette intervention à la Tric Trac Télé, c'est un double intérêt et puis en même temps une petite nouveauté parce que une rencontre, j'imagine, avec Guillaume qui permet cette opportunité ici et en même temps, c'est ce que vous me disiez, c'est ce que si vous voulez, on peut faire plus simple. Et je ne sais plus du coup, Guillaume. Dans le cadre de l'émission, vous pouvez très bien m'appeler Yvan. D'accord. Aucun problème. Et donc, du coup, si tu dis mon commandant, c'est dur de dire mon commandant, tu vas bien. Oui, c'est ça. C'est pour tu choisis, en fait. C'est pour ça qu'au début, c'était un petit peu gêné. Mais mon commandant me va très bien. Même si vous n'avez pas fait votre service militaire, comme vous me l'avez confessé, c'est fait, je l'ai dit. On va faire simple. Réformé Y4, désolé, mon commandant. Non, alors du coup, en l'occurrence, oui, cette double casquette vient aussi parce que, en l'occurrence, c'est presque une mission officielle que vous avez, comme vous le disiez. Ces interventions-là entrent dans le cadre de vos missions. Dans le cadre des missions du service, tout à fait. Et pour Dien Bien Phu, il y a un double intérêt, c'est que, Guillaume le disait un petit peu aussi en introduction, ça reste, alors je ne sais pas si on dit votre spécialité, ou en tout cas un élément, une partie que vous connaissez particulièrement bien. Oui, il y a en tant qu'auteur, il y a une thèse. Yvan est auteur, parce que ce sont les ouvrages en effet que tu as là d'ailleurs, Guillaume. C'est ça. Voilà. Vous parliez de double casquette, on peut peut-être dire aussi triple, puisque je suis aussi auteur chez différents éditeurs. Et après avoir fait ma thèse, effectivement, j'ai été sollicité. Et donc là, chez Talandier, je me suis spécialisé dans la guerre d'Indochine. D'accord. On va mettre les deux l'un à côté de l'autre. Voilà. On a la version poche chez Texto, et puis celle qui était dans la version un peu de grand format. Voilà.
Avec tout ce qu'il faut. Et puis, Ça, c'est Dien Bien. Et ça, c'est l'autre ouvrage d'Yvan, qui est un ouvrage plus général, mais que tu présentes, Yvan. donc là, en l'occurrence, on est de façon plus globale. Ça rejoint un petit peu le thème de la thèse? Alors, j'ai repris des éléments de ma D'accord. thèse. Ma thèse était sur l'action de l'arme du génie pendant la guerre d'Indochine. Pourquoi? Bon, moi, je suis angevin à la base. Oui. La maison mère du génie, c'est Angers. Eh bien, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la guerre d'Indochine, évidemment, je suis passé par où on passe lorsqu'on est adolescent, la geste des parachutistes, de la Légion. Mais, eh bien, en vieillissant, je me suis aperçu qu'il y avait une autre réalité de cette guerre d'Indochine. Et finalement, eh bien qu'on ne faisait pas des opérations aéroportées tous les jours et qu'on ne défendait pas le Fortin non plus tous les jours. Entre 1945 et 1954, il y a beaucoup d'autres palettes de cette guerre d'Indochine. Et à travers le génie, eh bien, on peut aborder différemment, là encore, nuancer ou parfois contredire, même aussi certaines vérités tenues jusque-là indéfectibles. Voilà. Et cet ouvrage-là, eh bien, je l'ai fait parce que j'avais envie de revisiter la guerre d'Indochine d'un point de vue militaire. Parce qu'on trouve beaucoup d'ouvrages qui s'appellent La guerre d'Indochine. Et finalement, où on va s'intéresser aux politico-militaires, c'est-à-dire au niveau vraiment au-dessus, ou parfois aux aspects diplomatiques, aux aspects économiques. Et puis, on en oublie un petit peu finalement la stratégie opérationnelle. Pourquoi? Pourquoi fait-on cela? Comment veut-on le faire? Avec quels moyens? Finalement, faire de l'histoire militaire. Il y avait un seul ouvrage de référence qui avait été écrit à la fin des années 70, actualisé en 90, écrit par le général Gras, qui était une histoire de la guerre d'Indochine. Et moi, je m'inscris dans cette continuité-là, vraiment de l'histoire militaire, mais évidemment, qui ne reste pas, je veux dire, au niveau de l'obus et du canon, avec tous les apports eh bien, de l'histoire actuelle. Est-ce que ça veut dire, là c'est moi qui suis peut-être un peu trop curieux, est-ce que ça veut dire que avec cette mission au sein du ministère de la Défense, malgré tout, vous avez, permettre l'expression, les coups des franches pour justement étayer une contradiction, relever peut-être, je ne sais pas comment il faudrait le dire, des erreurs de commandement ou enfin, est-ce que vous avez les coups des franches pour dire ah ben non là, jusqu'à présent on présente ça, ça c'est bien, c'est gentil, c'est officiel, mais là quand même sincèrement. Alors voilà. si vous voulez, il n'y a pas de censure. Voilà, c'était un peu la question. Mais oui, mais alors c'est un mythe effectivement. La Grande Meute, etc. Si on l'écoutait mieux, on s'apercevrait que la Grande Meute, elle parle, elle communique. Il suffit juste de l'écouter. Et puis en termes historiques, eh bien, c'est très simple. Et c'est pour ça que nous sommes reconnus par nos pairs à l'université. C'est-à-dire que je suis docteur de l'université Paris 4, donc nous avons, nous, militaires, des titres civils, et nous exhumons les archives. Et effectivement, si tel officier, en 1952, eh bien, estime-t-on, commis une erreur, etc., on peut l'analyser. Et de toute manière, que ce soit un problème militaire ou civil, il ne faut jamais rien dire de définitif. Et il faut aussi toujours contextualiser. Ça ne sert à rien de dire « Ah mon Dieu, cet officier, quel idiot !» comme on a pu faire pour le général Navarre une fois que, malheureux vaincu, ça s'est mal passé. C'est toujours très facile. Ce n'est pas le rôle de l'historien, enfin, à mon sens. D'accord. Du coup, on va maintenant entrer, on va pouvoir en tout cas entrer dans ce contexte, cette situation, y compris géographique, économique, politique certainement aussi, qui amène à Dien Bien Phu. On ne s'occupera pas pour l'instant dans cette première émission du conflit en lui-même, mais de tout ce qui aboutit à ce conflit. À quelle date démarre-t-on l'histoire? Le but en fait de cet alinéa n'est pas de reprendre les guerres d'Indochine dans son ensemble. Ce serait trop long, ce sera sans doute peut-être une autre émission. Pourquoi pas. Avec Yvan, on s'est dit que de manière à donner de la profondeur, d'expliquer Dien Bien Phu, il était intéressant de partir de la mort du général Delattre, qui a été l'un des grands acteurs de la guerre d'Indochine, et donc de débuter cette explication début 52, pour expliquer les évolutions de la stratégie. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Raoul Salan qui va intervenir, c'est Yvan qui va présenter ce personnage éminemment connu, notamment dans les milieux indochinois, parce qu'il y a quasiment passé toute sa carrière. Et puis ça va nous amener après justement à envisager ces aspects, qu'ils soient politiques, militaires, et de remonter donc jusqu'à fin 53, c'est-à-dire la réoccupation de la vallée. J'insiste. De la vallée. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de cuvette. Mais c'est la vallée. C'est une image assez journalistique et qui parle, mais on en parlera. Dien Bien Phu est une vallée, une belle vallée verdoyante. D'accord. Et Yvan, je vais me permettre quand même une première question par rapport à ce que vient de dire Guillaume. On démarre en 52. La guerre d'Indochine, telle que vous le sous-titrez, telle que tu le sous-titres, bref, peu importe, de l'Indochine française aux adieux à Saigon, 1940-1956. Grosso modo, 40-52, alors quoi? Alors,
J'ai voulu faire ce bornage chronologique parce qu'effectivement, 1940 pour l'Indochine est la date clé, puisque c'est l'effacement de la France comme grande puissance suite à sa défaite contre l'Allemagne nazie, qui va entraîner les revendications japonaises et la mainmise japonaise. Voilà. Sans l'effacement de la France sur la scène européenne, eh bien, on peut imaginer à juste titre que les Japonais n'auraient jamais osé s'attaquer frontalement ou en tout cas faire des manœuvres. D'accord. Les Français reviennent en Indochine en 1945. Leur but est clair, eh bien, restaurer la souveraineté française sur les possessions de l'Indochine française. Une petite parenthèse très rapidement, ce n'est pas une colonie l'Indochine. Il y a une seule colonie, c'est la Cochinchine, c'est la partie sud du Vietnam actuel. Le reste, ce sont des protectorats administrés plus ou moins directement par les Français. D'accord. Voilà. Et puis, eh bien, la France, lorsqu'elle revient, elle trouve sur sa route des mouvements nationalistes. Le plus puissant d'entre eux et le mieux organisé, il est d'obédience communiste. C'est le Viet Minh. Le Viet Minh, c'est la contraction de Vietnam Doc Lap Dong Minh Hoi, Ligue ou association pour l'indépendance du Vietnam. Les positions sont irréconciliables entre les uns qui veulent l'indépendance et les autres qui, c'est-à-dire les Français, accepteraient une autonomie. Voilà. La guerre, eh bien, va durer jusqu'en 1954. Et je termine le bornage en 1956 parce que Guillaume le rappelait tout à l'heure. Eh bien, entre 1954 et 1956, la France est toujours présente en Extrême-Orient et elle va tenter de jouer une carte. On y rentrera peut-être un petit peu plus dans les détails. Quand le Viet Minh est présenté comme l'adversaire irréconciliable, en tout cas au moment où la France revient, il y a d'ores et déjà des liens plus loin, la Russie, etc. etc. Alors, les cadres du Viet Minh ont tous été formés à l'école de Moscou. Ce sont des communistes de la première heure. Ils sont habitués aux techniques, à la manipulation, et puis aussi ce sont des très bons organisateurs. Hein, ils ont des qualités que les autres groupements nationalistes qui sont divisés n'ont pas. Voilà. Et donc effectivement, le lien avec le communisme international, il est là. Réel. Hein, Ho Chi Minh, le leader, Ho Chi Minh signifie grosso modo celui qui éclaire. Donc le guide. En fait. Le guide. Et donc Ho Chi Minh, eh bien, communiste dès les années 20. D'accord. Donc on le retrouve ici. Alors du coup, Guillaume, 52. Oui, alors juste avant 52, parce qu'on remonte chronologiquement rapidement, il y a un élément qui est très important à prendre en compte. On parlait des communistes. Il n'y a pas que les communistes russes. Oui. Il y a aussi les communistes chinois. C'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe en 49, Guillaume, en Chine? Écoutez, monsieur le professeur, vous allez me le dire. Non, c'est Yvan qui va prendre à partir de ce moment-là, parce que là, il se passe des choses. Alors, on peut dire entre 45 et 49, en Indochine, c'est ce que le journaliste Lucien Baudard, qui a couvert les éléments, a appelé la guerre heureuse. Évidemment, c'est un oxymore, mais il signifie par là eh bien, que finalement, on se bat en Indochine, un poste tombe ici, un poste tombe là, mais le Viet Minh n'a absolument pas les moyens militaires de nous rejeter à la mer, et puis nous, on n'a d'un autre côté pas les moyens eh bien, de le vaincre définitivement. Et donc, la guerre dure. En métropole, on a bien d'autres préoccupations. Hein. L'économie est exsangue, il faut reconstruire le pays. Donc finalement, ce qui se passe en Indochine n'a peu d'effet à la fois, on va dire, localement et en métropole aussi. Et puis c'est un événement international qui va changer la donne. La guerre civile entre Chinois nationalistes et Chinois communistes, qui avait été un temps mise entre parenthèses pendant la Seconde Guerre mondiale au nom d'une alliance contre le Japon, eh bien, est réactivée dès 1945-1946. En 1949, c'est la victoire de Mao sur les troupes de Chiang Kai-shek, malgré toute l'aide américaine, etc. Et donc, à partir du moment où Mao eh bien, l'emporte, l'Indochine française a une frontière commune avec la Chine communiste. Et en fait, les régions très difficiles d'accès du Tonkin, c'est ce qu'on appelle le Nord-Vietnam actuellement, hein, c'est ce que les Français appelaient le Tonkin, eh bien, sont un repère pour le Viet Minh. Et grâce à l'arrivée eh bien, des Chinois communistes, ils vont trouver en Chine eh bien, un refuge pour s'entraîner, s'équiper, s'instruire, recevoir de l'armement. Et donc transformer ce qui était une armée faite de briques et de broc en une véritable armée moderne. Et d'ailleurs, je veux le dire ici, on a cette image véhiculée par la propagande du Viet Minh aussi, eh bien, d'une armée en sandales, etc. C'est peut-être vrai pour... Enfin, je veux dire en sandales, ils gardent leurs sandales, mais cette armée assez pauvre, c'est peut-être vrai pour les débuts de la guerre, mais à partir du moment où eh bien, la Chine intervient, on va avoir une armée composée de divisions et finalement dont l'organisation ressemble à celle de l'organisation des grandes unités en Occident. Donc cet événement, il est fondateur. Et grâce à cet armement, eh bien, les premières divisions apparaissent et on a le premier grand choc en Indochine, c'est la défaite de Cao Bang
au mois d'octobre 1950. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors, Germain, si tu peux nous trouver la carte du Tonkin 53-54, c'est juste pour montrer où est Kaobang. Alors voilà. Donc Kaobang, tout à fait au nord-est. Ah oui, d'accord, tout en haut de la carte. Et donc on voit bien que c'est à proximité de la frontière. Mhm. Kaobang est relié au reste des positions françaises, à Langston notamment, par la RC4, la route coloniale 4, qui est devenue en fait une véritable zone d'embuscade, puisque les Français, pour ravitailler les postes, sont obligés d'emprunter cette route. Mais on arrive à un système un petit peu bizarre, c'est que finalement, la route est là pour ravitailler les postes et les postes sont là pour garder la route. Ouais. Et finalement, le Viet Minh passe partout. Et donc, lorsqu'on décide, avec un an de retard, d'abandonner ces postes, on tombe dans une grande embuscade. Et en octobre 50, il y a 6000 Français, Vietnamiens, légionnaires, Nord-Africains et auxiliaires divers qui disparaissent. Qui disparaissent. Dans la nature. La plupart emmenés en Qui captivité. disparaissent de l'ordre de bataille. Oui, Voilà. Tués, prisonniers. Exactement. voilà. Et donc, 6000. c'est un coup de massue pour l'opinion française qui jusque-là ne se préoccupait guère de ce qui se passait en Indochine. C'est quand même une défaite coloniale la plus importante sans doute que la France ait vécue. D'accord. Électrochoc, le gouvernement n'est pas encore prêt à céder l'Indochine, même si elle nous coûte fort cher déjà à cette époque. On parle d'1 milliard de francs par jour. C'est-à-dire que ce que donnent les Américains dans le cadre du plan Marshall pour reconstruire la France, nous, on l'affecte à l'Indochine. Et c'est vrai qu'on peut se demander aussi le décollage de certains de nos voisins. L'Allemagne, elle, par exemple, va investir cet argent pour, évidemment, dans l'économie du pays. Je peux faire un tout petit Je t'en prie. Le Tonkin, du coup, zone entre guillemets visiblement un peu faible, ou en tout cas que dont le Viet Minh profite pour s'installer et donner lieu à cette première défaite. Et si on en avait pris conscience un tout petit peu avant et qu'on avait mis un peu plus le paquet pour que le Tonkin soit barricadé, su changer les choses ou Ce qui est pas? intéressant, c'est Yvan va le préciser. En fait, je pense que personne n'a vraiment idée de la topographie du lieu. Ben non, moi non plus, en l'occurrence. L'Indochine a ce qu'on appelle un milieu physique très particulier. C'est à la fois dans les deltas qui sont le poumon économique, le grenier des pays, donc delta du Mékong au sud, delta du fleuve Rouge ou du Tonkin au nord. Là, c'est un milieu hydroterrestre, donc de la digue, des rizières, etc., avec des grandes difficultés pour avoir des axes routiers dignes de ce nom en Occident en tout cas. Et puis le reste au nord en tout cas, c'est une jungle avec de la montagne. Et pour barricader dans ce pays, c'est des notions occidentales. D'accord, je fais mon occidental. Non, mais je dis, c'est pas la Champagne, c'est pas. Voilà. Et donc, il aurait fallu de tels moyens humains. Je veux dire, vraiment, là, on parle de centaines de milliers d'hommes, si vous voulez qu'on raisonne dans l'absolu, que la France ne les avait pas. Il ne faut pas oublier que cette guerre, la France la mène avec ses troupes, mais elles sont les troupes métropolitaines minoritaires. L'effectif le plus important de troupes françaises métropolitaines, c'est en 1953, c'est un peu plus de 50 000 hommes. Et c'est pour ça que dès qu'elle revient en Indochine, la France va recruter des soldats réguliers ou supplétifs vietnamiens. Et puis on va devoir faire appel à la Légion étrangère. Il n'y a pas de problème de recrutement à cette époque-là. Il y a beaucoup d'Allemands, il y a beaucoup de jeunes aussi de l'Est qui cherchent un travail dans cette Europe en ruine, qui s'engagent à la Légion. Et puis à partir de 1947, troupes nord-africaines qui arrivent. Donc voici ce que ça sera les troupes de l'Union française, ce qu'on va appeler le corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient. C'est un assemblage multiconfessionnel, multiculturel, avec des valeurs différentes selon les unités, vous vous en doutez bien. Donc, on a cette défaite constitutive de la suite des événements. On est fin 50. On est fin 50. Et tu parlais tout à l'heure de 52, du coup, 50-52. Non, justement, 50, la suite. Électrochoc, on n'est pas encore prêt, fin 50, à laisser l'Indochine. Et donc, on décide de nommer un chef prestigieux qui aurait à la fois les pouvoirs militaires et civils réunis dans ses mains. C'est le général de Latte de Tassigny. Le général de Latte de Tassigny, il n'a pas comme mission, si vous voulez, de gagner la guerre. Il a comme mission principale d'abord, de restaurer le moral du corps expéditionnaire après cette défaite. Il va y parvenir grâce à sa geste. 2, il a pour mission de ce
qu'on appelle faire l'armée vietnamienne, c'est-à-dire on se prépare à passer la main à une armée vietnamienne qu'on espère aussi forte que le corps expéditionnaire à terme. Et 3, c'est une sorte, excusez-moi l'expression, de VRP. Il doit, grâce à son statut et à sa notoriété, obtenir de l'aide des Américains. Et il va réussir. Il va réussir parce que, entre-temps, la guerre de Corée est déclenchée et il va faire son discours, ça va être Corée-Indochine, même combat. Oui. Et l'aide américaine va affluer, on le sait, hein, les Américains en 45-46 étaient absolument opposés au retour des Français parce qu'ils voyaient dans la politique française une politique de reconquête de type colonial et au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, eh bien évidemment ils voulaient une Indochine libre. Et donc ils nous ont mis des bâtons dans les roues effectivement à cette époque. Hein. Mais évidemment, dans le cadre de la guerre froide, 5 ans plus tard, eh bien, ils vont apporter leur aide. On va peut-être faire un peu quelque chose alors. À la fin de l'année 51, même si Delattre a redressé la situation, que l'armée vietnamienne est en route, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que certains disent que s'il n'était pas mort, il aurait gagné la guerre ou trouvé des solutions. Ça, c'est méconnaître. Il faut aller dans les archives à la fois militaires, les archives nationales, et lire les textes de Delattre. Delattre ne se fait pas d'illusions sur la situation. Hein, en septembre 51, dans un rapport au gouvernement, il écrit « Il peut survenir une catastrophe en Indochine, pas un miracle. » Voilà. Et puis, il a beaucoup de mal, parce qu'on sait que la guerre d'Indochine va pouvoir se résoudre d'un point de vue politique. Et l'État vietnamien, allié des Français, effectivement, eh bien, est très dur à mettre en œuvre. Hein. Le gouvernement est quand même corrompu, etc., etc., etc. Donc, évidemment, c'est la France qui mène la guerre. Et lorsque Delattre meurt, début de l'année 52, on peut dire que clairement, l'initiative est passée au Viet Minh. En 52, À ce moment-là déjà. oui, bah, très tôt, la France, elle part les coups. Parce qu'on s'aperçoit que la dernière opération faite par Delattre, qui est à Ho Binh c'est fin 51, on fait Ho Binh tout simplement parce que au mois de décembre 51, c'est le vote sur le budget, et le gouvernement demande à Delattre une victoire avant le vote sur le budget. Il faut effectivement, pour montrer justifier, qu'on justifie. mais oui. Et donc, puis, il faut montrer également à nos alliés américains oui, que l'on fait quelque chose. que l'on fait quelque chose, qu'on est capable de gagner, et que, parce que les Américains, ils ont encore un petit peu en tête la défaite de 40. Hein. Bien sûr. Il faut dire que le prestige de l'armée française a Avec été quand même le coup. sacrément raboté. C'est c'est injuste, parce que les victoires Oui, en mais Italie en 43, le succès du débarquement en 44 en Provence, mais non... Ah ben, il y a eu un déclassement, 40 à déclasser. D'accord. donc là, les Américains, ils disent, bon les gars, Montrez-nous un petit peu. montrez-nous qui Voilà, vous êtes. soyez offensifs. Ils nous reprochent une politique beaucoup trop timide, mais ils ont une méconnaissance totale De ce qui se passe là. du conflit. Ils verront après, les problématiques seront les mêmes. Oui, en Corée. Et donc, eh bien, Delattre fait Ho Binh et on va devoir livrer des combats très durs, certes qui vont coûter cher à l'adversaire, mais il a une capacité à reconstituer ses forces que nous n'avons pas. Et puis c'est surtout qu'on est obligé de se retirer vite fait. Et on s'aperçoit que finalement la seule tentative de sortir hors du delta depuis 1945 se solde par un retrait. Retrait derrière. Et donc vous voyez que l'initiative, Ouais, déjà. elle est plus française. D'accord. Et donc en 1952, eh bien, l'initiative est au Viet Minh et il le prouve à l'automne 1952 puisque c'est lui qui lance la campagne de 1952 et il va nous poser problème puisqu'il attaque, si on peut revoir la carte du Tonkin s'il vous plaît, Tiens. il attaque le pays Thaï. Alors le pays Thaï, vous voyez, Yan San, Au centre de la carte. au centre, Vous voilà. Oui, encadré. Le pays Thaï, c'est environ 50 000 km², 130 000 habitants Thaï, c'est une ethnie. Hein, il y a environ une cinquantaine d'ethnies au Vietnam, généralement favorables aux Français. Traditionnellement, même avant l'arrivée des Français, hostiles aux gens des plaines, à l'ethnie Kin, c'est-à-dire aux Vietnamiens. Donc ces gens des montagnes, les Thaïs, sont favorables aux Français. Le Viet Minh espère, en attaquant le pays Thaï, d'abord agrandir la superficie qu'il contrôle. Deuxièmement, montrer aux Vietnamiens, aux autres ethnies, que les Français sont incapables de les protéger. Troisièmement, ils dispersent leurs forces. Il ne faut pas oublier que toute offensive Viet Minh à l'extérieur du delta a pour but d'affaiblir le delta, puisque on est obligé de D'aller répondre. amener. Et donc, on enlève nos maigres forces mobiles, c'est toujours les mêmes, les troupes d'intervention, les paras, etc. Et donc, quand le delta se vide, eh bien, il peut noyauter, pourrir le delta, selon l'expression usitée à l'époque. Voilà. Et donc, pour répondre à ce défi en pays Thaï, Salan, qui a pris la suite du général Delattre, il était déjà son adjoint opérationnel. Il connaissait Comme Guillaume le disait, on l'appelait le mandarin parce que c'est un vieil indo-chinois, hein, c'est un vieux colonial qui a déjà servi dans les années 30 au Vietnam. Et donc Salan, il voit très bien que la puissance de l'offensive viet est telle que tous les petits postes français sont balayés les uns après les autres et il décide de faire à Nha San un camp retranché.
camp retranché, c'est un point d'appui fermé, ravitaillé par par avion. Et dans ce dispositif, eh bien, la piste d'aviation est évidemment l'élément principal. Et il est protégé par des points d'appui autour, hein, sur des pitons. Nassan est à quel endroit? Alors, on va Nassan, reprendre la carte. On reprend par rapport à ce qu'on avait. Ah oui, bah oui, d'accord. voilà. ok. Donc Oui, Nassan, oui, ça autant, signifie autant. petite rizière Ok. en langue thaï. C'est petit Nassan, hein, c'est environ 5 km de long sur 2 km de large. C'est vraiment Vraiment, là pour le coup, on pourrait plus dire cuvette. Hein. Si c'était autant impropre pour Dien Bien Phu, autant Nassan renvoie plus à cette idée. D'accord. Nassan doit devenir un brise-larmes, Mhm. puissamment fortifié par les Français avec les appuis-feu. Et lors de l'offensive ennemie, eh bien, on écraserait ses cracheront adversaires et on mettrait un terme à l'offensive Viet Minh qui connaît aussi des difficultés parce que il y a les lignes logistiques. Tout n'est pas rose. Hein, non pour plus. passer là, Ouais. c'est du chemin de crête, etc., etc. Donc il ne faut pas avoir cette image du super Viet Minh. Le Viet Minh, il est comme les Français, il passe par les routes Par et les par les mêmes- chemins les mêmes qui endroits, les existent. mêmes Il ne montagnes. galope pas partout, Ouais, même si son infanterie est plus mobile et plus habituée à ce terrain. Oui, d'accord. Voilà. Et ce qui est important par rapport en effet au delta, si on peut revenir s'il te plaît Germain sur toujours la même carte, voilà. C'est que ici il faut voir que le delta donc tiens, décale un petit peu la carte parce que l'incrustation, voilà, merci, nous mange une partie de la carte. Donc le delta ça va partir en fait en pointe, en triangle un petit peu au nord de Hanoï. Mhm. Et en fait, vous allez avoir les deux côtés du triangle qui vont rejoindre la mer au nord de Haiphong et puis en prenant Nam Dinh. Hein, Oui, bien sûr. donc ça, c'est le delta. C'est-à-dire que lorsque vous regardez le Tonkin, le delta, donc la partie rizière, la partie plate, Mhm. ça représente Trois fois rien. un cinquième, un sixième du ouais. Tonkin. Le reste, après, vous avez de la colline. Et Nassan, qui est sur une rivière, hein, qui est sur un fleuve, c'est de toute façon entouré par des pitons qui peuvent monter à 1000 mètres. Ouais, c'est ça, non, hein, Yvan oui, autour de Nassan, on oui, peut- oui. Oui, mais non, Nassan est au sud de la rivière Noire. C'est aussi- Ah, voilà. Ce qui va poser aussi des problèmes, puisque dans l'offensive Viet Minh, vous voyez, vous avez le fleuve Rouge, Mhm. hein, ils partent de loin quand même, leur Passe par base là, ok. d'implantation. Donc il y a le fleuve Rouge, il y a toute cette zone montagneuse, et il y a le franchissement de la rivière Noire. Donc c'est en termes d'organisation et de logistique, des problèmes très difficiles À résoudre. pour le Viet Minh. À résoudre. Alors, on va parler un petit peu de Nassan, parce que justement, il y aura un parallèle qui sera fait tout à l'heure avec Dien Bien Phu, Mhm. sur justement, puisque les objectifs stratégiques de Giap, Giap, c'est celui qu'on n'a pas encore cité, hein, c'est le stratège, c'est le penseur, c'est le général en chef du côté Viet Minh. Donc lui, c'est la partie militaire, Ho Chi Minh, c'est la partie politique. Mhm. Donc Giap veut attaquer le pays thaï, veut éventuellement aussi menacer le Laos, hein, qui est un Ouais. pays allié, donc Mhm. on doit défendre. Et ce sera aussi un peu le même leitmotiv avec Dien Bien Phu, comme on l'a vu sur la carte. Les deux oui, oui, sont tout pas à fait. très éloignés, mais Mhm. en tous les cas sont du même côté justement de la carte. Et à Nassan, ce que disait Yvan, c'est que l'objectif de Salan, c'est de casser le corps de Viet Minh, justement, en l'incitant à venir. En fait, c'est presque un appât. C'est un appât. C'est un appât. Malgré C'est- tout ce qu'on a investi, la place forte, le fait qu'on veuille quand Ah, même mais briser, le but c'est Mais on a- attaquer donc ici. On investit la place forte dans un but particulier. Mhm. On ne l'investit pas pour l'investir. Mhm. On investit pour répondre à une offensive Viet Minh, un problème qui nous est posé. C'est le rôle du commandant-chef et des états-majors. C'est de dire voilà ce qu'est en train de faire l'adversaire. Ses intentions, on ne sait pas trop, mais on peut aussi jouer sur ses intentions. D'accord. C'est-à-dire que si on met la chèvre au bout du piquet, il va se dire Oui, effectivement. Mais donc, Giap va se sentir assez fort. Il a mal mesuré en fait le camp retranché de Nassan. d'accord. Alors, effectivement, pour avoir travaillé sur le génie, qui est l'arme de la fortification, évidemment, eh bien, la comparaison entre Dien Bien Phu et Nassan s'impose. Nassan est conçu d'emblée comme un camp retranché. Il n'est pas question de sortir, il n'est pas question de ceci, il est question de rester, de faire quelque chose de solide. Et donc on envoie des sapeurs qui vont dresser les plans de feu, qui vont eux décider où seront les meilleurs endroits pour les points d'appui. Et puis Nassan bénéficie aussi de ressources naturelles que n'aura pas Dien Bien Phu. Le bois d'œuvre, très important pour consolider les abris, soit les abris actifs, c'est-à-dire où on met les mitrailleuses, ou le passif, les abris de repos. Et puis aussi le gravier pour les couches d'éclatement, pour consolider. Vous avez ça à profusion et je dirais presque à portée de main à Nassan. Vous n'avez pas besoin d'aller sortir trop loin. Et donc grâce à ça, grâce à cette action des sapeurs, on a un ensemble cohérent, fait évidemment pour résister à une offensive puissante
l'armée populaire vietnamienne que commande Giap eh bien, mobilise environ 30 000 hommes dans cette campagne du Tonkin. Bon, pour faire Nassan, on va aussi, pour laisser le temps aux Français d'organiser Nassan, on va aussi en même temps, en mois de novembre, faire ce qu'on appelle l'opération Lorraine. Le but, c'est de gêner un peu le Viet Minh dans ses communications, puisqu'on sait qu'il reçoit de l'aide de la Chine, etc. Bon, donc il va s'essouffler un petit peu, le Viet Minh, et quand il va décider d'attaquer Nassan à la fin du mois de novembre et au premier jour du mois de décembre, eh bien, il va se casser les dents. Il va peut-être prendre un ou deux points d'appui, mais il sera incapable de s'y maintenir. Son artillerie, de toute manière, ne lui permet pas à l'époque d'infliger des dégâts, comme ça sera pas d'aviation, de toute façon. Pas d'aviation, pas de blindés. En revanche, justement, par rapport au rapport, en ce qui concerne le rapport de force, l'aviation française, elle, qui est basée à Hanoï, est très active. Et l'artillerie, déjà française à Nassan, justement, est très efficace. D'accord. Ça, c'est ce qu'on va revoir à Dien Bien Phu. C'est pour ça qu'on parle de Nassan. Alors que Yvan l'a signalé, il y a peu d'artillerie Viet Minh à Nassan. Elle n'est pas très efficace. Et puis, à Nassan, il y a un terrain d'aviation. Et lui, il va rester opérationnel. Le terrain d'aviation, celui qui est utilisé pour le ravitaillement, exactement. même, etc. Oui, parce qu'on ravitaille Nassan par air, pas par terre. Tout à fait. Donc, ça sera encore un autre point, puisqu'à Dien Bien Phu, le terrain d'aviation, lui, sera de toute façon très rapidement mis hors d'usage. Et Nassan, c'est quelque part, justement, le concept de la fortification qui a réussi. Et là, on va continuer, justement, sur cet aspect-là. C'est que Yvan l'a dit, là, on a réfléchi fortification. Quand on va commencer à réfléchir à Dien Bien Phu, on ne va pas l'aborder de la même manière. C'est-à-dire que les missions assignées à Dien Bien Phu ne seront pas les mêmes. Ça commence à quel moment? Parce que là, on vient d'arriver dans on est cette fin campagne 52. Là, on est novembre-décembre au mois de novembre 52. Oui. Le général Salan a donné sa réponse au général Giap. Il a fait Nassan. Le corps de bataille Viet Minh s'est cassé les dents contre Nassan. Donc, défaite pour l'adversaire. Problème logistique, fatigue, besoin de réorganisation des unités. L'offensive en Pays Thaï s'arrête. On est à la fin de l'année 52. Il a réussi quand même, le général Giap, à s'emparer d'une partie du Pays Thaï, ce qu'on appelle la Mésopotamie, entre le fleuve Rouge et la rivière Noire. Cette zone-là a été, on va dire, mangée, mis à part Laïcho et 2-3 zones. Une grande partie a été quand même prise par l'adversaire. Mais ces buts n'ont pas été atteints. Donc là, 53. Et donc, alors il y a une chose intéressante, parce que là tu vas pouvoir en parler Yvan, c'est que le Giap et le Viet Minh, il a aussi une manière très pragmatique de faire la guerre. Lorsque l'on fait une action, on analyse pourquoi ça a marché ou pourquoi ça a raté. Et sur Nassan, il y a des enseignements qui vont être tirés par justement le Viet Minh, qui vont bien évidemment leur servir à Dien Bien Phu. Et sur cette manière, tiens, tu peux aussi en parler. Ce sont les méthodes d'autocritique effectivement communistes. C'est qu'après toute action, c'est le débriefing politique et de toutes les erreurs et fautes commises lors de cette campagne vont être passées au crible et bien de la critique, et on va en tirer des enseignements qui serviront évidemment pour Dien Bien Phu. Alors, il tire les leçons de la défaite. Dien Bien Phu, a priori on va y venir, n'est pas tout à fait de la même façon ou pensé de la même façon que Nassan. Alors, avant d'en arriver à Dien Bien Phu, donc d'une manière très rapide, je dis l'adversaire à l'initiative, c'est encore vrai l'année d'après, où finalement Giap reprend un petit peu son offensive en Pays Thaï, mais il donne là son action sur le Laos. Pourquoi est-ce qu'on attaque le Laos? On attaque le Laos pour poser des problèmes politiques à la France. Le Laos fait partie évidemment de l'Indochine, est un pays allié, etc. La France doit le défendre. Donc problème politique, que vont faire les Français, puisqu'on internationalise le conflit finalement, et problème militaire aussi, puisque encore une fois on disperse nos forces. Et alors le Laos, ça va être une réponse de Salan intelligente, puisqu'il va répondre à l'adversaire non plus en faisant un camp retranché comme à Nassan, mais en profitant de la mobilité stratégique que nous donne l'aviation pour faire des bases aéroterrestres. La base aéroterrestre, on pourrait se dire, tiens, mais finalement c'est la même chose que le camp retranché. Non, la base aéroterrestre, effectivement, elle a aussi un élément clé, c'est le terrain d'aviation, mais ses missions, c'est de pouvoir rayonner à longue distance autour d'une zone. Et donc,
on fortifie, mais plus légèrement. Ça ne doit pas devenir un brise-lames. Donc le but n'est pas de rester, si vous voulez, dans la base aéroterrestre. On peut le dire. Y aller. On peut le dire d'une autre manière. Une base aéroterrestre, c'est un ensemble logistique, tout simplement. Alors, reprenons la carte, Germain, toujours la même, 53. Voilà, alors les bases aéroterrestres, on les voit, hein, c'est Samnea, hein, c'est ça? Voilà, vous avez Samnoia, vous avez donc la plaine des Jarres. Et en fait, Salan, eh bien, le but, c'est d'attirer l'adversaire et de replier sa base aéroterrestre, de manière finalement à retirer la chèvre au dernier moment. Et finalement, là, on se rend évidemment pas bien compte sur la carte des distances, du terrain, mais le Viet Minh va de lui-même abandonner cette campagne de printemps 53. Il est épuisé. Hein, il est épuisé. Ses troupes ont marché. Et 53, finalement, et ça sera important pour la suite, ses troupes sont fatiguées, mais il n'enregistre pas de pertes très importantes comme il a pu enregistrer les années précédentes. Et 53, ce printemps 53, il correspond à un moment très précis en France, puisque la guerre d'Indochine est devenue un fardeau insupportable et cette fois-ci, le gouvernement français est décidé à en sortir. Alors, pas en sortir du jour au lendemain, mais de mettre une politique pour en sortir. Puisque de toute manière, même dans le corps expéditionnaire, on s'aperçoit qu'avec les revendications et les surenchères nationalistes, on s'aperçoit que même si on gagne, qu'on gagne ou qu'on perde, on devra partir d'Indochine finalement. C'est ce que disent les officiers français. Ils le sentent déjà. Oh, mais ça fait longtemps qu'ils le sentent. Et j'invite, je n'ai pas amené le livre ici, mais il y a un officier de Légion qui deviendra général, Albert Merglen, qui a écrit Le Temps des mercenaires. C'est son journal, et c'est son nom de très bonne réflexion. Et il écrit très bien, il dit de toute manière, vainqueur ou vaincu, on sera obligé de partir. Tout le monde le sent. Hein. Et donc, pourquoi se bat-on en Indochine? Quels sont les buts de guerre? Oui, alors. On ne sait pas trop. On sait pas trop. On le sait au début en 45-46, De Gaulle, c'est très simple. Il dit, voilà, il faut qu'on restaure la souveraineté française sur l'Indochine, point. Mais on ne peut plus, évidemment, restaurer l'ordre colonial ancien. Non. Et donc, eh bien, il va falloir tenir compte de ces États dans un contexte de guerre froide avec des pressions des uns et des autres. Et donc, on crée en 49 ce qu'on appelle les États associés, qui sont des gouvernements nationalistes du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Mais pourquoi est-ce qu'on se bat? Est-ce qu'on se bat dans le cadre de la lutte contre le communisme? Est-ce qu'on se bat pour véritablement faire de ces États associés des partenaires dans le cadre d'une union française qui a été définie par la Constitution de 46? On ne sait pas trop. En tout cas, ça nous coûte cher, ça nous coûte fort cher cette guerre d'Indochine, ça rapporte peu et ça commence. Et on sait qu'on va partir. Et d'un point de vue militaire aussi, je termine Guillaume, d'un point de vue militaire, il y a beaucoup d'officiers en métropole qui sont contre, notamment l'armée de l'air, dont le chef d'état-major dira pas un homme, pas un avion pour l'Indochine. Parce qu'on estime, et à juste titre, que ça use le potentiel et que le vrai combat, il sera en Europe contre les soviétiques et leurs satellites. Et donc, politique militaire, beaucoup se retrouvent sur le fait qu'il faut partir. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va limoger Salan. C'est le René Meyer, le nouveau président du Conseil, Premier ministre actuellement, c'était le titre qu'il portait à l'époque, qui dit voilà, on va nommer un général qui ne connaît rien à l'Indochine, le général Navarre. Il a des yeux neufs. Et justement, parce qu'il a ce regard neuf, il va pouvoir aborder la question indochinoise autrement. Et sa mission, si on peut appeler ça une mission, elle est claire. Trouver une porte de sortie honorable, selon ses mots, au conflit. Et dans ce cadre-là, Navarre, il arrive au mois de juin 53, il fait la tournée de ses grands subordonnés, des hommes politiques, de la troupe aussi. Il fait un plan qu'il soumet au mois de juillet 1953 au Conseil de défense en France, qui réunit les plus hautes autorités politiques et militaires. Et il dit voilà, 53, 54, je fais le dos rond au nord, pas d'offensive majeure, je reconstitue mes forces un corps de bataille, parce que le problème des Français, c'est que ils sont beaucoup moins nombreux en termes de mobilité de corps de bataille que le Viet Minh. Voilà ce que je fais l'année 53-54, on pacifie un peu au centre, et puis 54-55, grâce à l'armée nationale vietnamienne, formée, opérationnelle, l'aide américaine et mon corps de bataille reconstitué, j'inflige des défaites sévères au Viet Minh, il reconnaît qu'il ne peut pas gagner la guerre, et on arrive à la table des négociations en position de force. Voilà l'idée. C'est chouette. C'est l'idée qui est une idée cohérente, de toute façon, avec les moyens dont il dispose Navarre, il est bien, voilà. Et finalement, son plan, il reprend peu ou prou ce qu'avait pensé le général Salan avant. C'est chouette, vous dites, seulement l'adversaire ne va pas laisser le temps de faire ça.
Hein, c'est la guerre, c'est une dialectique, et donc lui va proposer autre chose, et on en arrive à Un Dien autre Bien Phu. tempo. D'accord. Hein, Ah, il y a pour compléter, il y avait sur l'approche, c'est que le Viet Minh à cette époque-là a aussi écrasé à peu près tous les autres mouvements de contestation politique qui D'accord. existaient au Vietnam. Ça, tu peux en parler. C'est-à-dire qu'en fait, le Vietnam, c'est pas, voilà, on parle toujours du Viet Minh. Mais en fait, c'est ce que disait Yvan, hein, le Viet Minh, il s'est constitué lui-même avec la guerre, mais il a fallu aussi qu'il écarte d'autres en fait, mouvements nationalistes. Et à cette époque-là, il y arrive. Donc ça, c'est intéressant parce que justement, nos interlocuteurs aussi ont évolué. Et, vas-y. Alors, cette histoire, d'abord le Viet Minh, 45-46, il va s'imposer évidemment parce qu'il est mieux organisé, etc., on l'a dit, mais également parce qu'il se débarrasse de ses concurrents nationalistes. Avec l'aide aussi en 46 des Français qui laissent faire, puisqu'on se dit, on n'a peut-être pas mesuré la dangerosité du Viet Minh, et donc on va le laisser se débarrasser sous nos yeux des mouvements nationalistes en disant que c'est pas des bons interlocuteurs, interne, qui sont beaucoup trop extrémistes, et qu'avec le Viet Minh, finalement, on peut dialoguer. Elle est là, la force aussi du Viet Minh. Ho Chi Minh, il est roué quand même. Hein, il se présente non pas comme mais comme quelqu'un de mesuré, qui est prêt à dialoguer, etc. Et donc, il se débarrasse de l'opposition avec notre complicité passive, en tout cas. Il s'impose tout seul. Donc il réunifie quelque part aussi, parce que j'imagine qu'une fois on s'est séparé de ses adversaires, ça fait une petite réserve supplémentaire. Une fois, on n'est plus sur plusieurs fronts, on n'est plus que sur un seul front, et en plus on a récupéré de la force vive. Exactement, donc il est seul, il s'est renforcé, ceux qui n'ont pas été exécutés se rallient à lui, hein, évidemment, parce que le Viet Minh s'est toujours présenté évidemment comme une ligue nationaliste embrassant le plus large, du paysan au propriétaire, du professeur à l'ouvrier, etc. Évidemment. Il sera obligé dans les moments difficiles aussi, parce que le Viet Minh, finalement, on le sait peu, mais va être dissous. Hein, en 51, normalement, le Viet Minh est dissous, n'existe plus, et on va appeler ça j'ai oublié le nom. Enfin bon, c'est une association qui est encore beaucoup plus large et qui fait montre, parce que ça râle un peu. La guerre dure, il y a des défaites. Et donc, le Viet Minh sent que politiquement, il doit lâcher du lest à ses adversaires aussi un petit peu. Et donc, c'est pour ça qu'officiellement, il va être dissous. Agissant malgré tout. Et donc, finalement, à l'automne 1953, le rapport de force est le suivant. Vous avez un côté français, on va dire. L'Union française, c'est 450 000 hommes. Vous avez 175 000 Français du corps expéditionnaire, ce sont des réguliers. Mais parmi ces 175 000 hommes, la moitié sont vietnamiens. En sus de ces 175 000 hommes, vous avez 55 000 supplétifs qui aident. Alors, ils sont moins bien rétribués, ils sont militairement peut-être moins efficaces, qui aident les Français. Et puis vous avez une armée nationale vietnamienne de 150 000 hommes, et puis Cambodge et Laos réunis, non, c'est 25 000 hommes. Donc en tout, vous êtes à 4. Mais vous avez à la fois là-dedans, je dirais, le garde avec sa vieille pétoire qui garde un pont, et puis vous avez l'élite de l'élite des parachutistes. Et puis surtout, les Français ont énormément de servitudes. Ils doivent garder des routes, des ponts, des points clés, etc. etc. Et ils sont beaucoup moins mobiles que l'adversaire, qui lui aligne 400 000 hommes, mais parmi ceux-ci, un corps de bataille de 120 000 hommes. 120 000 hommes, c'est des troupes vraiment, c'est ce qu'on appelle les réguliers. En dessous, vous avez les régiments régionaux, qui eux sont censés rester dans leur secteur, mais qui sont de très bonnes troupes aussi, au bout de 8 ans de guerre. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle les zoukik, qui sont finalement, c'est la troisième réserve, hein, c'est celui qui est paysan le jour et guerrieros la nuit, plus le soutien de la population. Donc, vous voyez finalement que certes, les Français ont des avions, certes, ils ont des blindés, certes, ils ont une artillerie plus puissante, mais ça s'équilibre plus ou moins entre avantages et inconvénients des uns et des autres. D'accord. Et Giap, il tire quand même la conclusion qu'à l'automne 53, que de s'attaquer à la masse, au dur, c'est-à-dire au delta, est un peu prématuré, qu'il va y casser ses hommes, et que finalement, les Français sont forts là, parce qu'il y a quand même un réseau routier qui permet de faire ce qu'on appelle jouer les lignes intérieures, c'est-à-dire une bascule des forces d'un point à un autre. Il y a l'artillerie, il y a l'aviation qui est tout près, c'est risqué. Et donc il se dit, on reprend l'idée du pays thaï et on va aller capturer Lai Chau. Lai Chau, la capitale du pays thaï, si on peut voir la carte. Alors, il y a une... Oui. Et puis... Ah oui, puis il y a la carte globale de l'Indochine. On ne voit pas Lai Chau, c'est au-dessus de Dien Bien Phu. Hein, c'est très difficile à défendre, c'est la capitale du pays thaï. Et puis vous avez dans la région beaucoup de maquis
français depuis 51. On a quelques cadres français qui Encore encadrent et qui font la guerre sur les arrières du Viet Minh. Donc le but de l'offensive Viet Minh, c'est celle-là. D'accord. Et si tu peux nous trouver, s'il te plaît, Germain, la carte de l'Indochine complète, celle avec les taches rouges, les taches bleues. Voilà, celle-ci, si tu peux la. Hop là. Alors bon, évidemment, Voilà la situation en 53. Elle est en couleur. 53. D'accord. Donc vous voyez la masse rouge, eh bien c'est celle. Enfin, qui est tout à fait, mais. Voilà, appelons-le Viet Minh, puisque c'est un faux né, Oui. parce que leur organisation. Longue Viet, je crois. Et puis Le là, delta. vous avez le delta. Et alors justement, bon, le delta, zone hachée, censé être français, mais justement, on peut voir la carte, ce qu'on appelle la carte rubéole ou vérole, qui va montrer la réalité du delta. Il y a encore des Rubéole. petites enclaves. Voilà. Ça, c'est rubéole 1. Ça, c'est rubéole 1, donc ça, c'est au mois de mai 53. C'est-à-dire que le delta, il est pourri. C'est-à-dire que tous ces petits points, c'est les zones d'implantation Viet Minh. On estime à cette époque que sur 7000 villages d'importance, 5000 sont totalement aux mains du Viet Minh. Et le reste, de toute manière, il y en a une grande partie où, lorsque les Français ne sont pas là, il est occupé par le Viet Minh. Donc, le delta, finalement, Zone assurée française, mais entre oui, guillemets. ce sont quelques grands centres urbains et puis des axes de communication qu'il faut garder. Donc, ce terme de pourrissement du delta, il est bien réel. Et on peut le voir d'ailleurs avec la seconde carte qui sera au moment de Dien Bien Phu. Ça a empiré. Ah oui, Alors ça, c'est celle Il de doit mai. Donc ça, c'est la première, c'est ça. Non, c'est Et- la deuxième. voilà, ça c'est la deuxième. Donc on D'accord. voit que c'est plus sombre parce que évidemment, en même temps que l'adversaire mènera la bataille de Dien Bien Phu, et bien sur tous les autres fronts, il ne reste pas inactif. Et il sera très très actif, évidemment, pour perturber les communications. Là, vous avez tous les régiments régionaux qui agissent avec tous les guerrilleros. Donc vous voyez, la situation est quand même très difficile pour les Français. Même si le plan était joli, logique, Oui. entendable, recevable, Bah, au final. Navarre l'avait bien dit, hein, ce plan il est applicable pour peu que l'ennemi ne déclenche pas une offensive majeure. Et en fait, c'est pas une offensive majeure au début, c'est vraiment se débarrasser de l'Aïcho et puis des maquis. Il met une division, la 316 je crois, et puis un bataillon autonome. Mais c'est pour faire pièce à cette offensive-là, parce que aussi le Laos est encore une fois menacé, et bien que le général Navarre prend la décision d'occuper Dien Bien Phu. Il prend cette décision, il ne s'agit pas là de faire un camp retranché, mais une base aéroterrestre. Il se dit, tiens, Dans le un Viet dispositif. Minh attaque l'Aïcho, il se débarrasse ici des maquis, potentiellement il peut menacer le Laos. Si vous regardez la carte du Tonkin, si vous regardez cette carte, eh bien vous voyez que des zones où installer des Français, une garnison puissante, il n'y en a pas beaucoup, à partir de laquelle on pourrait rayonner. L'Aïcho n'est pas possible, c'est menacé, c'est très difficilement défendable. Et vous avez cette, je dirais, belle vallée dans le nord du Tonkin qui est Dien Bien Phu. Elle fait environ 17 km dans son axe nord-sud et entre 7 et 9 en fonction des endroits dans son axe est-ouest. Donc l'endroit s'impose de lui-même, donc c'est pas totalement farfelu. Et puis c'est J'entends. surtout que le général Navarre, eh ben, il regarde un peu ce qui s'est fait. Il a vu que ce qu'avait fait Salan, ça avait marché, que grâce à l'aviation, etc. Donc c'est pas incongru. Et donc, eh bien, il va décider, pour faire pièce à l'offensive Viet Minh, de s'installer à Dien Bien Phu. On pourrait le perturber, on pourrait protéger le Laos. Bon, le but est de rayonner autour de Dien Bien Phu. C'est le but. Et Dien Bien Phu, finalement, c'est quoi? C'est un ajustement des plans de bataille du général Giap. À partir du moment où il va voir que les Français s'installent à Dien Bien Phu, il va se dire, tiens, c'est peut-être l'occasion de lui porter un coup décisif. Et là, il va rameuter Tout le monde. tout le monde. Et donc, on va sauter le 20 novembre 1953 sur Dien Bien Phu. Bon, il y a un bataillon 910, je crois, qui est là à l'instruction. Après une journée de combat assez difficile, eh bien, on s'empare du site. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir la carte, la note concernant les approvisionnements et le corps de bataille du Viet Minh. La carte, tu sais, très secret. Ah, celle-ci. Voilà, celle-ci. Ah, Celle-ci, elle est très intéressante. Si vous regardez bien la date qui est en haut, elle date du 29 novembre 1953. Je ne sais pas si ça apparaît tout en haut. c'est Voilà. ça. Oui, c'est ça. Donc non, 9 jours seulement après l'occupation de la vallée Dien Bien Phu par les Français.
Et vous voyez à l'attention du général commandant en chef, et on voit étude de l'approvisionnement en riz des unités Viet Minh sur le front du Nord-Ouest. Le front du Nord-Ouest, c'est l'appellation Viet Minh pour la campagne de Dien Bien Phu. Et ça, c'est intéressant parce que ça va nous amener à la question du renseignement. Du point de vue du renseignement, le renseignement stratégique a toujours été quasiment acquis par les Français, notamment parce qu'on arrive à casser le code, notamment du ravitaillement. Et donc on sait, parce que le Viet Minh est très procédurier, on sait qu'il va prévoir de mettre tel dépôt, telle quantité de riz, etc. Et on sait qu'en fonction de la quantité de riz, voilà. Et vous avez le 29 novembre 1953, 51 200 combattants et 24 000 coulis. Donc c'est saisissant de voir que finalement le corps de bataille Viet Minh qu'on aura quelques mois plus tard, eh bien finalement est déjà prévu et déjà identifié par les Français à ce moment-là. On sait, on vient d'arriver, Oui. 9 jours plus tard, on sait que 51 000 et 24 000 vont rappliquer. Oui. On est combien à ce moment-là à Dien Bien Phu? Alors, pareil, Nous Dien Bien Phu donc, prend le 7 décembre 1953 l'appellation de groupement opérationnel du Nord-Ouest, ou GONO. Hein, c'est la structure de commandement qui prend ce nom-là, et elle est placée à la tête d'un colonel, brillant cavalier, le colonel Christian de la Croix de Castres. Au fur et à mesure du mois de septembre, Dien Bien Phu, qui était prévu pour 6 bataillons, finalement va être élevé à 9, etc. Puis on arrivera à 12 bataillons d'infanterie dans la vallée. Et c'est au mois de décembre 1953 que le général Navarre, qui voulait tout faire, rappelez-vous, dans son plan initial pour éviter une bataille majeure, juste faire le dos rond, décide d'accepter la bataille. Il décide, on doit être autour du 4 décembre 1953, à accepter le défi lancé par le général Giap. Alors, s'il prend cette décision, c'est pas mouillé en disant ah tiens ça va coller. Non mais parce que souvent effectivement, une fois après la défaite, Navarre, mais quel idiot, etc. Navarre c'est un homme du renseignement. Hein, il a passé toute sa carrière dans le renseignement, enfin une grande partie de sa carrière, au moins 10 ans. Il prend ses décisions en fonction des renseignements qui lui viennent et puis aussi de ce que lui disent ses grands subordonnés. Il n'est pas tout seul, Navarre. Et donc, quand il demande à son général qui commande l'artillerie de l'Indochine, son général qui commande l'artillerie du Nord-Vietnam, son spécialiste de ceci, son spécialiste de cela, est-ce que ça peut coller? Tout le monde lui dit oui. Donc, tout le monde lui dit c'est jouable. Tout le monde dit on a 51 000, 24 000, c'est mis en place, ça va arriver, etc. Oui. On a de quoi accuser le coup et en plus rétorquer. Oui, bien sûr. Alors, il y a peut-être les aviateurs qui vont lui dire « Attention, quand même, Dien Bien Phu, c'est un peu loin des bases du Delta. Il faut que vous me garantissiez d'abord que si ça pleut, la piste d'aviation sera praticable. Et deux, effectivement, qu'au niveau de la DCA, ça ne soit pas trop dense au-dessus. » Mais je le répète, il n'y a pas d'opposition au plan du général Navarre. Et il est soutenu par l'autorité civile. On ne parle que de Navarre, mais normalement, il a un chef, c'est le commissaire général Maurice Dejean, qui est d'accord avec lui. Et à Paris, finalement, personne ne lui dit rien. Il a pris une décision, Navarre. Le Laos est menacé, il est commandant en chef, il doit bien faire quelque chose. Parce que ceux qui le critiquent ne proposent pas, ne disent pas, tiens, il aurait pu faire ceci, il aurait pu faire cela. Alors, fallait-il laisser l'offensive de l'adversaire se dérouler, etc. Mais après, on aurait reproché à Navarre, mais pourquoi n'avez-vous rien fait? Voilà, donc il prend cette décision en âme et conscience, et puis l'acceptation du risque fait partie du métier du militaire. Donc il a mesuré, il a pesé les risques, et à ce moment-là, le Viet Minh peut effectivement apporter du monde, peut-être plus que ce qu'on avait prévu, mais il n'a pas les moyens d'alimenter la bataille d'un point de vue militaire, en termes d'obus notamment, parce qu'on parle souvent de canons, mais les canons, si vous n'avez que 5000 coups, une fois que c'est parti, c'est fini. Voilà. Et donc voici pourquoi Navarre accepte la bataille de Dien Bien Phu. On est au début du mois de décembre 1953. Mais après, il y a aussi maintenant le contexte politique qui vient venir se superposer en fait à la décision de Navarre. Et ça, c'est l'autre aspect justement des choses, c'est que Navarre, il prend une décision, mais sans être forcément informé des décisions politiques qui vont être prises par la France, notamment dans le cadre du règlement du conflit coréen, qui lui s'est achevé c'est à mi-53. Et là, donc, il va y avoir un bouleversement en fait, de la donne politique qui va justement faire que Giap va recevoir aussi des ordres d'Ho Chi Minh sur l'importance
d'avancer. Sur Dien Bien Phu. Non, d'avancer contre le corps expéditionnaire français. Donc, comme le dit Yvan, si Navarre n'était pas allé là, qu'est-ce qui se serait passé? Mais de toute façon, ce qui se serait passé, c'est qu'il y aurait forcément eu des actions ailleurs contre les Français, parce que le Viet Minh, lui, il avait intérêt, de toute façon, à gagner des parts dans les négociations, notamment avec des gages militaires. Ça, c'est l'autre aspect, en fait, de ce drame de Dien Bien Phu dans la prise de décision. Voilà. Parce que la prise de décision, on est là à décembre 1953. Ouais. Les choses, visiblement, en tout cas pour moi qui n'y connais rien, paraissent claires. Ça, c'est sous l'angle militaire. Oui, tout à fait, sous l'aspect militaire. Il y a conflit qui se prépare. Ça sera à cet endroit-là. Les deux protagonistes sont d'accord. Se sont donné rendez-vous. Ils se donnent rendez-vous. Voilà, c'est ça. Les choses sont entendues. Et puis, ça se joue, entre guillemets, même si c'est un petit peu à son corps défendant de la part du général français, parce que normalement, il avait prévu de faire plus ou moins le dos rond. Oui. Il y a quand même une opportunité. Elle est saisie, elle est pesée et sous-pesée. Pourquoi est-ce que, enfin, du coup, il me manque des informations. Comment se fait-il que côté politique, ça ait derrière ou au cours du début 54 peut-être changé autant? Alors, on a beaucoup parlé, c'est beaucoup focalisé sur les aspects militaires, mais lorsque l'on prend un petit peu de recul, lorsqu'on met en perspective, comme on doit le faire en histoire, et ne pas faire juste de la micro-histoire, parce que sinon il y a des éléments qui nous échappent, eh bien, il faut bien toujours se rappeler dans quel contexte national et international se déroule cette guerre d'Indochine. Contexte national, on n'a pas une France unie, hein, c'est le Parti communiste à 25% à l'époque, voire plus. Cette guerre d'Indochine, finalement, elle coûte cher, c'est plus ou moins un fardeau, on ne sait pas si on doit, etc., s'en débarrasser. Et on sait qu'on va partir. Donc d'année à année, on laisse faire. Et puis d'un point de vue international, on est en pleine guerre froide. Et on a effectivement la guerre de Corée qui s'est terminée au mois de juillet 1953 par les accords de Panmunjom. Donc on pourrait dire que la période est plutôt un peu à la détente. Hein. Et en janvier 1954, eh bien, fin janvier 1954, il y a une décision qui est prise en fait de réunir à Berlin pour le mois suivant une conférence qui réunirait les grands pour régler la question coréenne, faire la question de la paix en Corée. Parce que en Corée, Panmunjom, c'est juste un armistice, voilà, mais rien n'est réglé. Et donc, finalement, dans ce contexte-là, où on va régler la question coréenne, croit-on, eh bien, la France en profite pour proposer aussi eh bien, de faire des discussions. On sait ce que ça veut dire. Hein. Le Viet Minh, il connaît très bien la volonté française de mettre un terme à la guerre et le fait de vouloir ouvrir des discussions sur la question indo-chinoise. Il sait très bien, eh bien qu'il y a quand même une idée de négociation et de sortie. Et donc, il se dit, si on en vient là, autant arriver à la table des négociations avec un tout maître, la chute de Dien Bien Phu. Et c'est intéressant parce que cette annonce-là, la conférence de Berlin, cette annonce-là, c'est c'est 26 janvier. Le 26 janvier, c'est ce jour-là que, normalement, Giap aurait dû attaquer Dien Bien Phu. Il avait prévu d'attaquer le camp retranché au mois de janvier 1954, à la fin du mois de janvier. Et puis finalement, il l'attend. Il attend parce qu'il se dit, si je me casse les dents là, d'abord, je vais perdre en crédibilité et pour les futures négociations, ça peut poser problème. Donc, vaut mieux voir ce qu'on va nous dire. Et effectivement, il apprend que, va être discuté à Genève, à partir du mois d'avril, une conférence qui va traiter Corée-Indochine. Donc, il a eu raison d'attendre. Et à partir de ce moment-là, et c'est fondamental, même si certains historiens le contestent, l'aide militaire de la Chine va exploser. Et on le voit très bien, tous les discours idéologiques ne valent rien, en fait, par rapport à parfois des simples bouts de papier. Vous voyez dans les archives du renseignement le bond que fait la livraison d'obus, de matériel, de canons de 37, etc., de camions, etc., de mortiers de 120. Je m'arrête là. Bon, vous opposez ça, vous ne pouvez pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend la décision, la Chine dit OK, on met le paquet et on va vous assurer cette victoire-là. Et c'est ça qui est effectivement étonnant. Et Navarre aura raison, c'est que lui, finalement, il n'est pas averti, il est mis devant le fait accompli, alors qu'il s'apprête à jouer quand même une bataille difficile. Parce que
en janvier 54, hein, quand même s'il accepte le risque, il se dit que ça peut être très difficile, eh bien on lui sort ça. Et à partir de ce moment-là, ça va être très difficile. Hein. On arrive quasiment à la fin de ce premier chapitre. On va encore aborder deux, trois points. Alors moi, points. j'ai quand même une petite question par rapport à ce point-là. Même en l'occurrence, même deux. La Chine, au vu de ses préparations et de ses négociations, de ce rendez-vous qui est donné, met le paquet pour assurer un argument fort à la table de la négociation. Et en face, alors, on n'assure pas. On dit, bah non, les États-Unis, par rapport à la Corée, on fait comment? Et en disant, écoutez, je ne sais pas, débrouillez-vous avec l'Indochine comme nous, il y a fallu qu'on se débrouille avec la Corée, mais en tout cas, on ne fera pas plus. Justement, les Américains sont prêts à nous aider. Mais c'est une alliance compliquée, cette alliance franco-américaine en 53-54. D'un côté, les Américains nous disent, vous avez donné une indépendance à ces États associés, Laos, Vietnam, Cambodge, mais ce n'est pas une indépendance effective. Ils n'ont pas totalement tort. Et ils disent, voilà, il faut leur donner une indépendance effective, qu'ils se sentent, voilà, puisque finalement, vous nourrissez le sentiment anticolonial et anti-français en dominant toujours. Et les Français disent, mais non, ça serait suicidaire. Bon, à la limite, si dans le discours on peut vous entendre, si on donne cette indépendance pleine et effective et qu'on ne met plus de cadres français, le pays va s'arrêter de marcher. Il n'y a pas les cadres suffisants. Et le niveau n'est pas là. En cela, ils n'ont pas tort non plus. Et en cela, ils n'ont pas tort non plus, parce qu'effectivement, on voit mal déjà, vu l'état du gouvernement vietnamien et de son administration, comment ça aurait pu fonctionner par rapport au Viet Minh si on avait vraiment lâché les manettes. Okay. Donc finalement, les deux n'ont pas totalement tort. Et les Américains veulent, alors que nous, on souhaite quand même sortir, on ne supporte pas que les Américains donnent directement de l'argent aux États associés, il faut passer par nous, etc. Bon, on va accepter quand même, mais les Américains disent, voilà, on fait l'effort, mais vous continuez le combat. Ah d'accord. Mais nous, on accepte leur argent et leur aide, mais on s'apprête, on est quand même prêt à parler avec Ho Chi Minh. D'accord. Donc vous voyez, c'est cet imbriquement un peu complexe. Voilà, parce que du coup, c'est intéressant, ça rejoint la deuxième question que j'allais vous poser, tous les deux. Le général pourrait très bien se dire, janvier ou même encore février peut-être, j'en sais rien. L'a-t-il fait? Aurait-il pu le faire en disant, pardonnez-moi la trivialité de l'expression, ça pue, on laisse tomber? Est-ce qu'il aurait pu? Ça a été pensé? Non. À partir d'une certaine date, le repli de Dien Bien Phu, ben non, puisqu'on s'aperçoit justement, c'est intéressant, à la mi-décembre 1953, Dien Bien Phu n'est plus du tout la base aéroterrestre pour laquelle elle avait été conçue, puisqu'on ne peut plus sortir sans avoir des pertes très élevées. On va faire une sortie pour Noël, pour aller tendre la main aux gens du Laos. Ça va être un groupement parachutiste et puis une colonne venue du Laos. Mais c'est ce qu'on appelle une opération communiquée pour la presse, pour dire, vous voyez, Dien Bien Phu n'est pas encerclé. Et le colonel Langlais qui commande ça, il dira, on s'en est tiré à bon compte. Hein, parce qu'en jouant à cache-cache avec les unités Viet Minh, eh bien, effectivement, on a fait des belles photos, ils ont sauvé ce qui pouvait l'être. Mais Dien Bien Phu est encerclé. Et on en parlera à la fin, mais c'est un peu la question que pose un membre de la commission d'enquête sur Dien Bien Phu en 1955, qui dira, mais finalement, si on ne s'était pas battu, on y serait encore? Ce sera un des reproches fondamentaux qu'on va adresser à celui qui est en charge de conduire la bataille, c'est le général Kony dont on n'a pas parlé. Le général Navarre est commandant-chef de l'ensemble du théâtre d'opération indo-chinois, mais la conduite de la bataille revient au général qui commande les forces terrestres du Nord-Vietnam, du Nord. Et on dira, la bataille n'a pas été pensée. C'est-à-dire, quoi faire s'il se passe ça? Et si vraiment il se passe ça, c'était vraiment dérouler, faire un travail d'état-major jusqu'au bout. Et donc, partir de Dien Bien Phu à la mi-décembre, 53, c'était encore à peu près possible. On aurait laissé tout le matériel. Bon, on l'aurait saboté, mais on aurait laissé tout le matériel. Et puis, peut-être qu'il y aurait eu un peu de casse pour les unités. Voilà, une partie aurait été transportée et les autres seraient partis à pied. Nassan, on n'en a pas parlé, mais Nassan avait été évacué au mois d'août 53 parce que Nassan ne servait plus à rien. Elle mobilisait des forces pour rien. Donc, on avait évacué, on avait détruit les dépôts. Hein, le but, c'était quand on évacue, on le fait de manière à ne pas alerter l'adversaire. Oui. Donc, on n'avait pas fait des grands feux d'artifice en disant attention, on s'en va. Et on avait fait un sauter au dernier moment. Et puis, normalement, la chasse devait détruire le reste. L'aviation ce qu'elle a fait avec plus ou moins d'efficacité. Voilà, donc au mois de décembre, lorsqu'on est en janvier, de toute manière, quitter Dien Bien Phu. Est-ce que, alors Guillaume, tu nous dis qu'il y a encore 2 ou 3 éléments préparatoire à la situation de Dien Bien Phu, qui sera le sujet de la deuxième émission. J'ai envie de dire,
Là, c'est presque, on pourrait presque l'appeler, la deuxième émission, on pourrait presque l'appeler chronique d'une défaite annoncée. Il n'y a pas de défaite annoncée. Ouais, C'est ça. Il n'y a pas de l'implacable poids du fatum, du destin qui vous tombe dessus. On le verra tout à l'heure. On le verra tout à l'heure. À la guerre, il y a des victoires. Alors effectivement, je veux dire que les pièces au départ du coup, lorsque va commencer la bataille le 13 mars, et celles au départ du coup, lorsqu'elle devait avoir lieu le 26 janvier 54, ne sont plus les mêmes. Mais il ne faut quand même pas oublier que la France a des atouts dans son jeu. Une puissance quand même d'artillerie non négligeable. Là, je vous parle vraiment, je ne fais pas d'histoire a posteriori, mais même a posteriori, c'est-à-dire que je me place à la base du 13 mars. Et d'ailleurs, lorsqu'on pose la question à De Castres et à tous ça va être dur, mais c'est jouable. On y laissera peut-être un ou deux points d'appui. On parlera tout à l'heure dans la seconde partie de comment est construit Dien Bien Phu. On y laissera peut-être un ou deux points d'appui, mais on les reprendra, c'est jouable. Voilà, donc il y a une confiance. Et encore une fois, donc je ne me fais pas l'avocat du général Navarre, mais personne ne lui a dit mon général, c'est n'importe quoi, ton plan c'est du suicide. Les politiques, les militaires. On peut parler de Cony, là, justement, du rôle de Cony qui est son. Et le général Cony qui est son adjoint, de toute façon, c'est Cony qui a suggéré le 26 juin 1953 voilà, que si on voulait faire quelque chose pour embêter l'adversaire dans le cadre d'une manœuvre en Pays Thaï, il y avait cette vallée de Dien Bien Phu. Donc c'est l'état-major de Cony qui propose ça. Et le général Cony, à ce moment-là, est en plein accord avec son chef, et il le dit très bien dans des notes, il ne faut pas le dissuader, le Viet Minh, d'attaquer. Le 12 mars 1953, le colonel De Castres réunit ses officiers et leur dit « Messieurs, c'est pour demain ». Alors, il y a deux points là qui sont intéressants. On va, pour finir, de faire le parallèle avec justement Nassan. C'est la manière dont Dien Bien Phu a quand même été conçu et pensé. Donc, Yvan l'a dit, c'est pas conçu comme une forteresse. C'est pas Nassan. C'est pas Nassan. Et là, justement, là, on va revenir sur la partie du génie. Voilà. Le travail du génie à Dien Bien Phu. Voilà, donc c'est la partie préparatoire, parce qu'après on verra dans la deuxième émission. Mais ça, c'est important parce que ça va avoir des conséquences très lourdes justement sur la bataille. Donc le génie. C'est intéressant parce que tout à l'heure, la façon dont a été décrit ces dispositifs aéroterrestres était d'être des points au sein d'une organisation plus large. Il y a plusieurs points, il faut relier. Donc déjà de base, il n'est pas censé Dien Bien Phu être tout seul normalement. Il est dans un dispositif plus large. Non, c'est-à-dire, si je reprends le cas de Nassan, vous avez une petite vallée, une piste d'aviation, des pitons autour. Ok. Point. Des pitons, et sur les pitons, on met un point d'appui. Un point d'appui, on mettra un bataillon, une compagnie, etc. Dien Bien Phu est conçu, donc je le disais, de manière inverse. C'est une base aéroterrestre. Donc, le but, c'est pas de fortifier tout de suite. Et donc, finalement, lorsqu'on prend Dien Bien Phu, on saute, on creuse un peu. Et puis, après, il va se passer plusieurs mois. Les unités parachutistes vont partir. D'autres vont venir, parce que le rôle des parachutistes, c'est ce qu'on appelle la réserve générale. C'est pas de tenir des points. À la base, c'est pas ça. Et lorsque l'on parle d'organisation défensive, eh bien, on regarde à Dien Bien Phu, vous avez cette piste d'aviation. On va mettre des plaques PSP, donc en fer semi-perforé, en cas où pour affermir le terrain. Et puis l'état-major regarde cette piste d'aviation et voit autour un certain nombre de points hauts. Évidemment, vous savez, à l'armée, il faut commander les points hauts. Et ces points hauts, eh bien, on va leur donner des lettres. Et on va se dire, tiens, on va défendre. Mais on n'a pas assez d'effectifs. Donc, il y a un certain nombre de points hauts qui seront occupés, auxquels on va donner des prénoms de femmes. Eliane, Dominique, Huguette. Et en fait, on va créer des centres de résistance. Sur ces centres de résistance, on a un bataillon. Et il est divisé en, si je prends Gabriel, au nord, eh bien, vous avez le 5e bataillon du 7e régiment de tirailleurs algérien, tout au nord. Vous avez un bataillon sur ce centre de résistance qui est divisé en 4 points d'appui, et c'est la valeur d'une compagnie qui défend ce point d'appui. Voilà, et donc Dien Bien Phu est constitué de 8 centres de résistance, divisés en 3 sous-secteurs. Un secteur nord, un secteur centre, un secteur sud. Mais encore une fois, le gros problème, c'est que ça n'a pas été pensé comme camp retranché, c'est de la marteau-thérapie, j'insiste, et en plus, les matières qui existaient à Nassan sont absentes à Dien Bien Phu. C'est-à-dire que vous n'avez pas de bois d'œuvre, vous avez du bois de mauvaise qualité,
tordus, etc. Alors nous, ça peut peut-être pas nous parler, mais effectivement, pour faire des bons abris, il vaut mieux démadriller. Voilà. Et là, vous n'avez pas de bois, donc vous n'en avez pas suffisamment. Il faut aller le chercher loin. Au début, au mois de novembre, on ira, puis finalement, à force de tomber dans des embuscades, on n'y va plus. Bah oui. Et puis, vous n'avez pas de gravier. Et donc, finalement, on va s'apercevoir que… Et puis, vous avez des unités quand même qui, quand je dis elles ne sortent plus à partir de décembre. Mais même, il y a tellement de servitudes et de choses comme ça. Et puis, il y a aussi la réticence du fantassin à creuser. Donc, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on sait que le Viet Minh va avoir une artillerie puissante. On le sait en haut, mais peut-être qu'on n'en a pas suffisamment conscience aux échelons subordonnés. Et donc, on ne va pas… Voilà, il y a ce côté-là, effectivement, où le fantassin prend sa pelle, etc. Puis il a jamais rencontré, c'est pas Verdun, on en parlera tout à l'heure, mais il n'a jamais rencontré un tir d'artillerie très puissant. Et donc, eh bien, les abris ne sont pas suffisamment protégés. Il n'y a pas, d'une part, par manque de matériaux, et de l'autre, par manque de volonté. Navarre fera des rappels en disant, parce que les anciens quand même qu'on connu, même l'Italie, où il fallait, etc., trouvaient ça un peu léger. Les officiers américains qui ont fait la guerre de Corée, qui est quand même une guerre aussi dans un milieu montagneux, etc., trouvaient ça très, très léger. Très, très léger. Mais bon, là, il y a des témoignages où vous avez 30 cm au-dessus, avec un peu de gravier, un peu de paille, etc. Bah, évidemment, le jour où ça va tomber, voilà. Et donc, la plus grande partie des abris n'étaient pas à l'épreuve. C'est ce que vont montrer les études après la bataille. Donc, vu sous cet angle-là, c'est aussi intéressant, parce qu'on parle toujours en termes de puissance de feu, de ceci, cela, mais sans faire du chrony, effectivement, si on imagine Dien Bien Phu avec des abris dignes de ce nom, voilà, vous parlez de la victoire sûre de l'adversaire, bah, vous voyez, ça dépend un peu de choses. Moi, on ne sait jamais évidemment ce qui se serait passé, mais la donne n'aurait pas été celle-ci, puisque le problème, on le verra, c'est que les abris vont être détruits quasiment tout de suite dans la première nuit. Voilà. Alors il y a un autre point, toujours, parce que c'est quand même l'intérêt de présenter les choses, c'est que le Viet Minh, il rassemble un corps de bataille d'à peu près autour de Dien Bien Phu, avant l'assaut, à peu près quoi, 80 000 On est à 80 000 personnes. Non, moi vous êtes un peu plus de 50 000. Un peu plus bon. Un peu plus de 50 000, mais c'est vrai qu'il bénéficie de toute cette aide logistique d'environ 30 000 coulis en plus. C'est-à-dire que les servitudes, les combattants ne l'ont pas, alors que les Français les ont. Et le Viet Minh, donc, il traverse tout le Tonkin pour amener son matériel. Sur l'aspect logistique, il faut comprendre là l'effort justement démesuré qui a été fait par le Viet Minh et qui a été demandé par Giap en fait à son armée pour pouvoir alimenter la bataille. Et ce qui est intéressant, parce qu'il y avait des hypothèses qui avaient été émises, c'est mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas coupé le cordon ombilical Est-ce qu'on peut remettre la carte du Tonkin, la première que l'on avait justement pour cette aide Germain Tonkin 53-54 s'il te plaît. C'est bien, on va les appeler aussi nos cartes. On va leur donner des petits prénoms. Merci, c'est bien. Alors, le Viet Minh, effectivement, va mettre en place 2 axes logistiques. Vous avez un axe nord-sud qui passe par Lao Cai et qui va à Dien Bien Phu. Mais la route, maintenant, elle est sympathique à faire en tant que touriste, etc. Mais elle est vraiment, à l'époque, c'est un mauvais chemin. Et puis en plus, elle est très loin des approvisionnements chinois. Et donc, c'est pour ça qu'on va prendre la route la plus longue, celle qui part directement, vous voyez, Cao Bang, Langson, de cette zone-là. Alors, on va utiliser 200 km qu'on va remettre en état. Enfin, là, je parle du Viet Minh. Et il va créer 100 km de route nouvelle. C'est un effort incroyable qu'il va réaliser. Combien Quelques semaines. Quelques semaines. Ça travaille. Quelques semaines. Alors, ça va être une mobilisation incroyable. Et ce qui amène aussi à parler d'effort logistique, oui, mais aussi que l'on sorte un petit peu de la propagande Viet Minh ou que l'on voit dans X documentaires français, même si c'est vrai que ça existait, où on voit le Bodoy avec sa bicyclette, Peugeot je crois, qui transporte des sacs de riz. Oui, c'est vrai, ça existait. Mais il ne faut pas oublier le train routier du Viet Minh qui est devenu une armée moderne et vous avez des centaines et des centaines et des centaines de camions qui font la Noria entre, je ne sais pas si on voit Tuan Giao, non, bon, c'est à l'est des Dien Bien Phu, c'est la base opérationnelle du Viet Minh. D'accord. C'est son ensemble logistique. Et donc, entre la frontière chinoise et Tuan Giao, vous avez cette Noria de camions. Ce ne sont pas les bicyclettes qui emmènent les canons de 105 ce ne sont pas les bicyclettes qui emmènent les canons de 37 mm de DCA. Et il va y en avoir un paquet. Enfin, il va y en avoir un paquet, un certain nombre. Sur la carte. Donc, vous avez, au départ du coup, 3 divisions Viet Minh ennemies qui encerclent
la vallée de Dien Bien Phu, dont une division lourde, c'est la fameuse division mixte artillerie-génie, la 351, qui elle a les appuis-feu. Donc ça fait 50 000 combattants, et au sein du camp retranché, vous avez, toujours le problème des chiffres, mais on peut dire, les chiffres les plus officiels, c'est 10 813 combattants le 13 mars. Sachant que parmi ces 10 813 combattants, tout le monde n'est pas combattant justement. Hein, vous avez effectivement tous les services, le soutien, qui sont dans le sous-secteur centre, mais finalement, eh bien, sur les points d'appui, on n'est pas toujours très nombreux, mais on en parlera sans doute tout à l'heure. Moi, bon, alors après, une fois encore, le commandant Yvan Cadeau nous l'a dit, c'est pas pour autant que c'est joué d'avance. Il y avait quand même des forces, de la préparation, il y avait quand même des points forts du côté de la France. On a fait le tour, Guillaume. Oui, après, on peut juste conclure sur le fait que Diap, il n'est pas venu pour perdre. Non, mais c'est une question de morale. Là, ouais, et puis question de morale. Il est prêt à y mettre le prix. Voilà. Il est prêt à casser son corps de bataille si patiemment construit pendant les années, parce qu'il sait l'effet majeur qu'il peut obtenir. Donc il est prêt à payer le prix et il a encore un petit fonds de réserve qu'il peut mettre, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'instruction dans les dépôts, etc. Mais en tout cas, il est prêt vraiment à perdre beaucoup de monde pour avoir cet argument fort, éventuellement pour les négociations. Et la question est-ce que la France est prête à tout faire pour sauver ces hommes qui sont dans cette vallée du Tonkin? Tu as posé la question, Yvan, on n'a pas cassé cette route d'approvisionnement construite, ces 100 km, ces camions et camions qui viennent, on ne les a pas cassés. Alors, je ne vous ai pas amené cette carte, on a le dispositif et les aviateurs avaient donné des noms à toutes les coupures susceptibles d'être traitées. Ouais. Elles ont été traitées, mais il faut imaginer là la faiblesse des moyens aériens. On n'est pas l'armée américaine en Corée. C'est-à-dire là où l'armée américaine serait arrivée avec 60 B-29, aurait tout vitrifié, eh bien, l'armée française ne va, pour les missions les plus importantes, et ça on le verra dans le livre de Pierre Rocol qui en parle bien, ne va allouer que 3, 4, 5 B-26 en un point donné. Alors certes, on va un petit peu perturber le Viet Minh, mais il a organisé la répartition la réparation de la route en 8 secteurs, je crois. Et donc, eh bien, si un secteur est touché, eh bien, tout le monde se dirige et pelle, pioche, etc. en 2-3 heures de temps. Eh bien, soit on bypass la route, c'est-à-dire qu'on fait un avion, soit on comble, et finalement le trafic n'est jamais interrompu très longtemps. Et ça sera aussi le cas toute la bataille. Et pour parler de la faiblesse aérienne, on n'a pas assez d'avions pour tout faire. Est-ce qu'il faut consacrer les avions à faire des missions pour détruire la route, des missions d'interdiction? Est-ce qu'on doit faire de l'appui au sol, etc. Tout faire des choix. Tout ne pouvait pas se faire. Exactement. En tout cas, on arrive au bout. Merci beaucoup, Yvan. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette première partie, cette préparation de la bataille de Dien Bien Phu. Des questions. On reprendra bien évidemment puisque vous êtes en live, donc on va récupérer les questions en cas de besoin. Je ne pense pas qu'il y en ait eu, en tout cas actuellement. Il y en aura d'autres. Et j'ai presque du coup, là pour le coup, ça va être facile de conclure. On va vous regarder et on vous dit Dien Bien Phu, c'est pour demain. Parce que parfois j'ai des mecs qui m'insultent. Donc ça fait rire.